pas mal d'années. J'ai commencé ce processus de création en 2012, terminé en 2014. L'année 2014 a été une année de lancement fort fructueuse, avec près de 10 millions d'euros réalisés dès l'année de lancement, et même avec une année un peu raccourcie en 8 mois. Une marketplace qui s'est brutalement arrêtée pour des raisons légales. J'étais dans un secteur réglementé, l'appareillage auditif, qui au moment de son lancement était autorisé en vente à distance et qui a perdu cette autorisation en cours de route. Donc la marketplace a dû s'arrêter brutalement. Et nous nous sommes retrouvés avec une technologie qui manifestement avait démontré qu'elle fonctionnait, puisqu'on avait fait plusieurs millions d'euros dès la première année, et un projet qui, lui, n'existait plus. Donc l'idée et le pivot qu'on a fait, c'est de proposer la technologie qu'on avait développée pour nous, pour moi, pour mon projet, à d'autres porteurs de projets. Voilà pour l'historique que je peux avoir. Depuis, on a lancé près d'une centaine de marketplaces, et on ne va pas parler loin s'en faut que de nous, mais c'était pour quand même me présenter à vous. Je vais vous parler surtout de l'impact que le modèle marketplace peut avoir en ce moment, globalement sur le modèle transactionnel en ligne, on va dire sur l'e-commerce. J'aime pas dire que la marketplace a un impact sur l'e-commerce, puisque la marketplace a plutôt tendance à s'opposer à l'e-commerce, puisque a priori il n'en est pas. Je vais vous en parler. Alors ça, je me suis présenté. Je vais vous donner quelques chiffres. Alors ça, tout le monde n'en a pas forcément conscience. Les marketplaces, c'est 0,3% des sites transactionnels dans le monde. Donc 99,7% des sites sont des sites e-commerce, 0,3% sont des marketplaces. Sauf que 0,3% des sites, en 2019, ont fait 57% des ventes et sont en train de croître dans cette part de marché, en train de prendre de plus en plus de volumétrie. Tant et si bien que Gartner, Forrester et d'autres organismes indépendants sont tous alignés sur le même chiffre. En B2C, 67% des ventes en ligne dans 2 ans se feront sur des marketplaces. 75% en B2B, pour les achats indirects. C'est encore plus important en B2B. Ça, c'est un chiffre qui est vraiment la clé. Et qui veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le consommateur qui a fait son choix, c'est l'acheteur qui a fait son choix. Il avait beaucoup plus de chances de tomber sur un site e-commerce, puisqu'il représente 99,7% des sites. Et pourtant, il n'y dépense que 43% actuellement de son argent en ligne, et bientôt moins du tiers. Donc c'est bien un choix du consommateur. Ce n'est pas les marketplaces qui sont devenus hégémoniques et qui représentent 90% des sites. Ce serait bien logique là qu'ils aient une part de marché de ce type-là. C'est le consommateur qui choisit spécifiquement d'aller sur ce type de modèle. Donc on va parler pourquoi et comment. En France, c'est un petit peu moins que ce chiffre-là. Ça, c'est un chiffre à l'échelle mondiale, le 57% pour 2019. On parle bien du passé. En France, on était à 33%. Ce chiffre, il est en rattrapage et je peux vous le dire tout de suite, 2020 va être une année de bondissement de cette part de marché de la marketplace en France, puisqu'on estime, l'année n'est pas terminée, vous l'avez compris, il manque quand même une grosse partie, les fêtes de Noël, on estime qu'on va dépasser 40%. Donc en une année, on va augmenter d'autant qu'on l'a fait dans les 4 années précédentes. Ça, c'est l'effet Covid inattendu. Le poids des marketplaces, donc, qui monte et qui continue à monter et qui va rattraper le chiffre mondial en France. On est juste parti d'un petit peu plus loin. La Chine, juste pour info, même si ce n'est pas écrit, est déjà à 91% de toutes les transactions qui sont sur des marketplaces. Bon, c'est le pays d'Alibaba. Alibaba sur ses plateformes B2C, Tmall notamment, Taobao pour le C2C, Alibaba lui-même pour le B2B. Ils ont des plateformes pour chaque segment de marché, pour maintenant par vertical, etc. Donc ils sont vraiment très très puissants. Et c'est dernière chose sur les chiffres, parce que j'adore les chiffres, je pense que vous l'aurez compris. Ce ne sont pas 2 ou 3 marketplaces qui pèsent ces 57%. Sinon, ce serait évidemment difficile de se dire je lance une marketplace. Il y a 75 marketplaces dans le monde qui font plus de 10 milliards de volume d'affaires. Il n'y en a pas une ou deux, il y en a 75. Et qui font plus de 100 millions, il y en a 2000. Il y en a 2000. Voilà. Donc, on a de la marge. Il y a à faire, il y a beaucoup de volumétrie de plateformes, et ce n'est pas concentré sur 3, 4, 5 plateformes. En France, si on regarde les sites qui font de la transaction, je parle pas, il n'y a pas les médias là-dedans, les sites qui font de la transaction, eh bien, les rouges sont les plateformes de marketplace, sont des marketplaces. Et la noire, il n'y en a plus qu'une, qui n'en fait pas, Leclerc, qui n'en fait pas encore, je dirais, parce qu'il semblerait que ce soit en projet.
Donc ce sont les sites les plus visités et qui font des transactions, comme je le disais. Et vous aurez compris, les consommateurs, ils vont sur les marketplaces. Ça, c'est factuel, c'est-à-dire que ce n'est pas négociable. Pourquoi on a choisi de mettre le trafic plutôt que le volume d'affaires? C'est qu'on a du mal à obtenir les chiffres du volume d'affaires de l'ensemble de ces plateformes. Aller essayer de trouver chez Vinted combien ils font de volume d'affaires, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, ces chiffres-là sont connus, ils sont estimables assez facilement avec l'ensemble des outils disponibles sur le web. Donc on est sur du très fiable comme volumétrie, alors que le volume d'affaires est quand même, à part pour les quelques rares cotés en bourse comme Amazon, où on peut le dire à l'euro près, il suffit de lire le rapport annuel, presque toutes sont dans le secret. Donc on ne va pas pouvoir être très fiable, on ne ferait que des estimations à la louche. Quand je parle de marketplace, vous avez compris, je parle de plateformes multivendeurs, que ce soit de produits ou de services, mais on commence maintenant à les segmenter un peu mieux. D'une part, ces plateformes horizontales, généralistes, qu'on connaît tous, évidemment la plus connue en France ou dans le monde, c'est Amazon, qui est une plateforme B2C, évidemment, majoritairement. Et simplement, ces plateformes généralistes, horizontales, elles se sous-segmentent en C2C, B2C, B2B. Alors pourquoi c'est important? Puisque tout simplement, aujourd'hui, il y a des segments, des regroupements qui sont presque inattaquables. On ne peut plus y aller. C'est terminé, c'est trop tard. Où il faut être extrêmement ambitieux. Walmart a réussi son pari sur quelques années pour reprendre une place très significative dans la marketplace B2C, notamment aux US. Mais globalement, on ne peut pas dire que c'était la plus pauvre des entreprises pour tenter de rattraper son retard. C'est une entreprise, évidemment, l'une des plus grosses du monde. Et donc, ce segment-là, aujourd'hui, est inattaquable. On voit quand même quelques plateformes qui arrivent, mais quelque part qui sont un peu moins généralistes, comme Wish, qui s'est, en quelques années, fait une belle place sur plusieurs catégories de produits, mais sur un segment qui est le discount. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un vrai généraliste. C'est quand même un segment dans une largeur de catégorie importante. En C2C, il y a encore beaucoup de place à prendre, parce que ces plateformes-là, y compris généralistes, elles ont tendance à évoluer très vite. Et on voit qu'à chaque génération, il y a ces nouvelles plateformes qui arrivent. La génération des millennials n'utilise, la génération des plus jeunes n'utilise plus tellement le Bon Coin, par exemple. Vinted a pris sa place très vite. Et à l'inverse, la plateforme d'après vont arriver. On voit un petit peu un même effet sur le C2C qu'il y a sur les réseaux sociaux. Alors que sur le B2C, on constate on perdure dans le temps. On constate qu'il y a beaucoup moins de renouvellement. Il y a bien quelques plateformes qui se ringardisent, comme eBay un petit peu, mais elles restent très fortes et avec des volumétries importantes. En B2B, elles sont toutes, pour ainsi dire, quasiment toutes récentes. Elles ont toutes une durée de vie longue, certainement, probablement, mais elles sont presque toutes récentes. C'est un domaine qui se verticalise, qui se lance plus récemment, tout simplement parce qu'il y a une tradition du digital en B2B qui est plus faible, et donc on part avec une maturité qui est inférieure. Résultat, ce que je vous dis, c'est qu'en horizontal, aujourd'hui, on voit, nous, éditeurs de logiciels, pour information, nous présente environ 3000 projets de marketplace par an. Il y a 3 ans en arrière, c'était 40% des projets étaient généralistes. Aujourd'hui, c'est moins de 2%. Donc on n'en voit plus, c'est parce que ça ne marche plus tellement, parce que les places sont prises, pour faire simple. Par contre, en vertical, là, il y a une explosion. Et dans chaque thématique, et même dans l'hyper-verticalisation, on voit des marketplaces se lancer et réussir. Je vais vous donner un exemple très concret. Deliveroo est une plateforme de livraison de food, de restauration. C'est déjà une verticale. Il ne livre pas tout. Il ne peut pas vous livrer des meubles. Non, il ne livre que de la nourriture. Eh bien, maintenant, on voit aux US se lancer des marketplaces de livraison de sushi, des marketplaces de livraison de produits bio. Et pas tous les types. Des marketplaces de livraison, j'ai vu, de pizza vegan. C'est pressé, on est dans le pointu. Et cette plateforme-là, elle fait déjà 50 millions. Donc, on voit une hyper-verticalisation. On prend une marketplace généraliste, on en prend un segment et on lance une plateforme sur ce segment en l'attaquant de façon précise. Si on y réfléchit bien, c'est ce qu'a fait ManoMano. On est d'accord qu'on n'a pas attendu ManoMano pour avoir des produits de bricolage, des perceuses et des tondeuses sur Amazon. Ils se sont lancés en prenant cette verticale et en l'attaquant frontalement, mais avec un caractère spécialiste. On va aller un petit peu plus loin pour comprendre ce que ça peut apporter.
En B2B, c'est la même chose. Engie qui lance sa plateforme de pièces de rechange d'usines énergétiques. Une usine énergétique, ça peut être une usine photovoltaïque, éolienne, à gaz. On est dans le pointu, donc on parle d'hyper-verticalisation, et ce n'est pas juste des pièces de maintenance de tout type d'usine, c'est que des types d'usines d'énergie. Et rien que sur ce segment, ils ont 100 000 produits à vendre. Et puis les produits, c'est une pale d'éolienne à 200 000 €, c'est pas des paniers moyens habituels. Et je ne vous les fais pas toutes parce qu'il y a beaucoup de logos. Et ce sont quelques exemples uniquement, vous avez compris. Ça touche autant le produit que le service. Dedans, il y a des exemples qui sont Airbnb, bien sûr, c'est du service, hein, c'est de la location, c'est Couchsurfing aussi, Skillshare aussi, Evaneos dans le tourisme également. Et donc, toutes ces plateformes-là, il y a des plateformes dans la banque maintenant, il y a des plateformes dans l'assurance, des plateformes dans à peu près toutes les catégories de produits. Eh bien, toutes ces plateformes-là, verticales, comme je vous le dis, elles ont souvent tendance, les nouvelles qui arrivent, eh bien, à prendre une généraliste ou une verticale élargie et à l'hyper-spécialiser et à en devenir le leader, la marque de référence. Et ça marche. Le consommateur, il veut bien aller sur des sites larges, mais il aime bien encore aussi l'aspect spécialiste. Donc finalement, plus que la largeur, il demandera plutôt la profondeur sur un segment donné. Et ça, c'est ce qu'on constate. D'ailleurs, pour la première fois, aux États-Unis en 2019, pas encore les chiffres 2020, Amazon a perdu des parts de marché. Alors, ils ont eu une croissance, mais leur croissance était plus faible que le marché de l'e-commerce aux États-Unis. Donc, ils ont perdu des parts de marché. C'est la première fois depuis 1996, je crois, j'ai lu ça. Donc, on voit une tendance qui consiste à dire que cette croissance de modèle de tout vendre commence à atteindre son plafond de verre. Rapidement, vraiment, je vous rassure, mais j'ai quand même envie de vous dire ce qu'on fait, sinon ce serait dommage. On est une solution qui permet de créer des marketplaces de façon très atypique, parce que ce n'est pas du tout la façon la plus traditionnelle. Nous le permettons en stand-alone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on permet à la fois de faire la partie applicative de l'opérateur de la marketplace, on va dire le back-office de l'opérateur, la partie applicative du vendeur, donc qui permet aux vendeurs tiers d'incorporer leur catalogue, qui permettent aussi de gérer les commandes, de gérer leur comptabilité, de gérer les paiements, les retours, les SAV, le contrôle, la note, les commentaires, bref, la vie du vendeur. Et enfin, la partie front office acheteur, qui celle dernière, elle, est optionnelle. À peu près la moitié de nos clients utilisent cette application et l'autre moitié incorpore les produits et services de la marketplace dans un site existant. Voilà, les deux existent. Et je saurais vous dire lequel est leader, puisque je vous ai dit, c'est moitié-moitié. Ça, c'est assez atypique. C'est ce qui explique nos deux grosses propositions de valeur, qui sont un time to market très raccourci, puisqu'on lance des projets, pendant le Covid, on en a lancé un en une semaine. Voilà, un projet qui est toujours actif dans le domaine de la sécurité, l'installation de la sécurité pour les entreprises. Donc, ça va du masque, les plexis, bref, tout ce qui permet d'être anti-Covid dans une entreprise. Et les plus longs, ça prend 4-5 mois, mais en général, ce n'est pas le projet technique le plus long, c'est l'habillage graphique. Quand ils font appel à une belle agence de com pour revoir le design de la partie acheteur, pour vraiment faire une expérience de marque. Évidemment, ça prend du temps, mais on ne peut pas dire que ce soit un projet technique qui soit long, c'est plutôt un projet de marque, dans ce cas-là, qui rajoute du délai. Et on travaille avec qui? On travaille avec plein de monde. Alors ça, c'est un panel parmi la centaine. Alors c'est très varié. Il y a du B2C avec Massif Avantage, il y a du B2B avec Somfy, dans la pharmacie Pharmedistore, en B2C aussi Cash Converters. Bref, vous avez compris que je ne vais pas tous les citer. Un petit peu moins de C2C. On peut dire qu'on est de moins en moins spécialiste de ce segment parce que ce sont des projets qui avec des paniers moyens très faibles et qui ont une survivabilité un petit peu plus complexe. Donc en général, les projets C2C vivent et meurent un petit peu plus rapidement, alors que les autres ont un taux de réussite très important, supérieur à 85%. Alors moi, je ne vous ai pas fait la liste, mais à la fin, il y aura une petite session de questions-réponses si vous voulez qu'on creuse certains sujets. Je vais arrêter de parler de nous, juste petit exemple, le back-office avec toutes les parties, gérer les commandes, les catalogues, les utilisateurs, faire du marketing, gérer les contenus, gérer les vendeurs eux-mêmes, etc. Et donc,
quelques exemples de front, pour vous montrer simplement que la partie acheteur est complètement customisable. Là, c'est une marketplace de services informatiques avec OVH. Une marketplace B2B faite par une startup, celle-ci, qui est une belle réussite, qui a levé plusieurs millions tout récemment, dans le domaine de la plomberie, une marketplace où les plombiers sont les acheteurs et non pas les vendeurs. Et vous verrez encore un autre look complètement différent avec la Massif, qui a une marketplace très importante à destination de ses propres clients. En fait, ils ont créé une sorte de comité d'entreprise pour leurs clients, où on peut avoir, comme dans un comité d'entreprise, les places Disneyland, les tickets de cinéma, la location de voiture ou je ne sais quel avantage, tout ça moins cher qu'en passant en direct. Ils appellent ça un club avantage, ça porte assez bien son nom. Ça fait 200 millions, hein, donc c'est des volumétries qui peuvent être significatives. Voilà, ça ce sont 3 exemples, encore une fois, je ne voulais pas tout balayer. Bien sûr, il y a un business model, oui, ils sont très contents de leur business model. En fait, ils obtiennent un rabais, par exemple, de 40%, et puis ils en rétrocèdent 30 aux clients et ils gardent 10 pour eux. Voilà un exemple très concret. Je vais vous parler maintenant des 3 grands éléments qui font qu'on en est arrivé à ce constat, qui est une hyper-domination, parce que c'est franchement le mot, du modèle marketplace versus le modèle historique qui existait bien avant et qui a beaucoup plus de sites pourtant qui se battent pour prendre des parts de marché. Pourquoi, en fait, elles sont devant? D'abord, il y a le principe du one-stop shopping. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plateformes tentent de devenir, dans leur segment, l'unique référence nécessaire, l'unique lieu nécessaire pour passer toutes les commandes en rapport avec ce domaine. Pharmedistore veut proposer tous les produits de parapharmacie nécessaires à un pharmacien. Donc, par ce modèle-là, en fait, le pharmacien n'aura pas besoin d'aller sur d'autres sites. Et à chaque fois, plutôt que de passer par Google, refaire une recherche ou comparer des fournisseurs, il va directement dessus. Là, on parle d'un one-stop shop. Donc, on commence la recherche sur cette plateforme. Typiquement, pour ma part, quand je veux chercher un bien à louer, je vais sur Airbnb. Je ne commence pas par Google pour rechercher une plateforme. Je vais directement dessus. C'est devenu mon one-stop shop. Tout comme j'ai fait un super road trip en Italie du Nord cet été, je suis passé entre les gouttes de Covid, et je l'ai tout booké sur Booking. Donc, plutôt que d'aller chercher région par région, ville par ville, sur quelle zone je pourrais trouver des hôtels, les comparer, j'ai tout pris sur une marketplace. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et je vous donne d'autres exemples. Si vous allez dans une ville où vous avez besoin d'un VTC, vous pourriez très bien, parce qu'il existait des VTC bien avant Uber, bien avant les autres plateformes Captain et autres, vous pouviez très bien passer par Google, trouver des sites de VTC, les appeler les uns après les autres pour trouver celui qui est dispo tout de suite. Évidemment, c'est pénible. Évidemment, vous allez sur Uber ou Captain ou une plateforme de marketplace. Parce que c'est pratique. C'est pas moins cher. C'est important. Ce n'est pas moins cher. Sur Amazon, quand vous achetez une boîte de Lego, elle n'est pas moins chère qu'au King Jouet ou à la Grande Récré à côté de chez vous. Ce n'est pas moins cher. Par contre, il y a de la quantité. Il y a de la quantité, il y a beaucoup de quantité. Trouver le plus grand nombre de produits ou services. Donc produits, je l'ai dit, avec Amazon, avec ManoMano, qui a beaucoup communiqué sur le nombre de vendeurs et sur le nombre de produits. Alors, la dernière fois que j'ai lu un article, c'est peut-être plus à jour, mais il parlait de 3 millions de références, alors que dans le Castorama à côté de chez moi, il y a un bel écriteau pour dire qu'ils en ont 35 000 références. Donc 35 000 versus 3 millions, on est bien en train de parler de Castorama est un nain en termes de taille de catalogue, est un nain à côté de ManoMano. C'est dur à dire. ManoMano existe seulement depuis 7 ou 8 ans, à l'époque mon échelle, et en ligne aujourd'hui, il pèse plusieurs fois Castorama. Donc c'est la stratégie de la quantité. Encore une fois, et vous pourrez faire le test, si vous prenez une marque de tondeuse qui existe dans les deux, et ce n'est pas le cas de toutes, vous avez bien compris qu'il y en a beaucoup plus chez ManoMano, mais si vous prenez la même avec le même modèle, souvent le prix est le même. Ou extrêmement proche, ou un coût plus cher d'un côté, plus cher de l'autre. Globalement, ce n'est pas une guerre de prix. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la stratégie. C'est très rare que ce soit une guerre de prix. Ensuite, il y a une vraie demande. Le consommateur, surtout ce que moi j'appelle les baleines, c'est-à-dire les gens qui représentent un grand nombre d'achats, de volumétrie d'achat, les acheteurs très réguliers, font des paniers qui sont des paniers multi-produits et multi-vendeurs souvent. Et ils trouvent ça extrêmement pratique. Ils sont attirés à l'idée de ne payer qu'une fois, ça va plus vite, mes commandes, je les enchaîne.
sans avoir à aller faire une multitude de sites. Donc la transaction en toute confiance, mais je vais parler de la confiance un peu plus loin parce que c'est vraiment un point clé. Et en mettant ça en œuvre, devenir du coup le one-stop shop dans cette verticale-là. Pourquoi c'est important? Comme je vous le disais, c'est parce que le consommateur, lui, le demande. Et parce qu'on lui oblige, en travaillant cette longue traîne, c'est très important. Si on a une marketplace, on doit travailler la longue traîne. On ne doit pas être hyper sélectif. Ce qu'on appelle les marketplaces fermées, ça ne fonctionne plus. Donc les marketplaces ouvertes ont une volonté dans le segment choisi d'avoir la profondeur de catalogue la plus complète possible. Alors attention, le segment choisi, ça peut être, je prends que les meubles discount. Mais par contre, dans les meubles discount, je dois tous les avoir. Ou, enfin, vous avez bien compris, j'ai vu une chaise, j'ai pensé meubles discount, ça peut être autre chose. Cette profondeur, c'est une condition de victoire de la plateforme. C'est clair. Les marketplaces donc dites fermées, c'est-à-dire sélectives, aujourd'hui ont des taux de croissance, puisqu'on en a. Donc on commence à être nous-mêmes, avoir des statistiques significatives, puisqu'on a 104 marketplaces à notre actif. Eh bien, les plateformes fermées, donc sélectives, donc celles sur lesquelles on se dit tiens, je vais prendre que 2 vendeurs de meubles, 2 vendeurs de ci, 3 vendeurs de ça, et rien d'autre, je veux empêcher la concurrence entre eux, parce que je les aime, mes vendeurs, je veux les choyer, je veux pas qu'ils partent. Ces plateformes-là, elles ont une croissance 6 fois inférieure aux marketplaces aux marketplaces ouvertes. C'est vraiment un critère important de réussite. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi, je crée une auto-entreprise demain et je dis que je me mets à vendre des bougies, je ne sais pas ce que c'est une bougie, je ne sais pas c'est quoi le business, je ne sais pas qui sont les fournisseurs, je crée un compte vendeur Amazon, il m'accepte. On est d'accord? C'est ce que je suis en train de dire par ouverte. C'est ouverte à tous. Par contre, je foire 3 commandes, il me vire. Là, c'est la deuxième partie. Mais il n'empêche qu'au départ, elle est ouverte. Malte est une marketplace ouverte de freelance. C'est-à-dire, je crée une auto-entreprise demain, je dis que je suis le meilleur en conseil, en stratégie internationale, alors que je n'ai jamais fait ça de ma vie, il m'accepte. Par contre, pareil, je fais 3 commandes, ça se passe mal, il me vire. Les marketplaces fermées, il y en a quelques-unes. Toptail, par exemple, en concurrence à Malte, qui dit n'accepter que 3% des freelances qui candidatent pour vendre sur la plateforme. À l'époque, la crème de la crème, qui, de ce que j'ai compris, un petit peu viré de bord, mais au début, ils expliquaient qu'ils éliminaient au moins la moitié des candidatures entrantes. Ça, ce sont des marketplaces fermées ou semi-fermées. Et donc, systématiquement, le leader, c'est une marketplace ouverte. Alors, je reprends un petit peu. Donc, la sélection, l'expérience d'achat, confiance, sécurité, le bénéfice vendeur. Je voulais juste en parler. Ça peut paraître, certainement, par ici, vous avez des entreprises qui vendaient déjà sur des marketplaces. Mais il faut vraiment avoir conscience que, certes, le vendeur recherche des nouvelles commandes, donc il cherche une augmentation de son volume de vente, que ce soit dans le produit ou dans le service. Évidemment, un chauffeur qui se met sur Uber, il veut des courses, on est bien d'accord. Rien ne lui empêche de trouver des courses en dehors de la plateforme, mais il en attend. Mais ça, c'est le dernier point, c'est un point qu'on oublie souvent. C'est qu'en fait, il maîtrise mieux sa marge. Il connaît par avance quel va être le taux de commission. Peu importe le nombre de commandes qui viennent, dès la première, sa marge, elle est connue d'avance, puisque ça remplace bien entendu son coût d'acquisition client, ça remplace également son éventuel coût technologique, et il n'a pas de coût fixe à amortir. Dès sa première commande, sa marge, elle est connue. S'il fait 10 commandes, c'est 10 fois la marge de la première commande. S'il fait 100 commandes, etc., vous avez compris. Il y a une marge maîtrisée. Et donc, c'est beaucoup plus simple à construire un business model d'e-commerçant vendeur sur une marketplace que d'e-commerçant vendeur sur son propre site, sur lequel on va avoir des effets de palier, on va avoir des problématiques logistiques, des effets de retour, des saisonnalités, des choses compliquées. Sur une marketplace, on ne va pas avoir ces problématiques-là, et la marge est donc beaucoup mieux maîtrisée. Et souvent, d'ailleurs, plus que maîtrisée, mais je n'ai pas voulu le mettre, ça c'était un peu peut-être provocateur, elle est souvent meilleure. Parce qu'en réalité, même si quand on paye une commission de 15% à Amazon, si votre coût d'action client c'était 27% sur votre site e-commerce, c'est vite vu, en réalité, vous avez une meilleure marge sur la marketplace. Elles peuvent, ces marques qui vendent, ou ces vendeurs qui vendent sur des marketplaces, combler un déficit de notoriété. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'arrive tout le temps d'acheter sur un vendeur marketplace sur lequel, si j'avais été sur son site, je n'aurais jamais acheté. Là, j'ai acheté ça. C'est tout récent, les S7 Plus Samsung, j'en suis très content. Je l'ai acheté il y a 2 semaines.
Je l'ai acheté chez un vendeur qui s'appelle, je ne sais même plus vous dire. Il y avait même dans le nom du titre du vendeur, c'était même des caractères dans une langue que je ne connais pas. Donc jamais je n'aurais été sur ce site e-commerce pour acheter, je n'aurais pas eu confiance. Par contre, c'était une marketplace. Et le tiers de confiance qui était là m'a rassuré. Et je me suis dit, de toute façon, si le vendeur me plante, il ne m'envoie pas le bon produit, je vais me plaindre et je serai remboursé par le tiers. Ça, c'est un point absolument clé. Et après, il y a un certain nombre de vendeurs qui prennent bénéfice tout simplement à avoir un outillage parce qu'ils ne l'avaient pas. Ça leur permet de gérer le paiement. Il y a une plateforme qui se développe bien en B2B, Encore Store, qui est une plateforme de belle qualité et qui grandit bien et qui propose donc en B2B aux entreprises qui n'avaient pas l'habitude d'avoir des commandes en ligne, eh bien un outil clé en main qui incorpore le paiement, qui incorpore la gestion de la commande, la logistique. Ils ont déjà des contrats avec les transporteurs, c'est tout clé en main. Et du coup, ça simplifie leur vie administrative. Et rien que pour ça, ils envoient même leurs clients habituels qu'ils avaient déjà en dehors de la plateforme sur la plateforme en question, ce qui a pour effet évidemment de monter la volumétrie d'affaires. Évidemment, c'est toute la logique. Si on augmente les volumes des ventes, on vend plus, donc on écoule plus rapidement ses stocks. Je vais vous donner un exemple de e-commerce versus marketplace. Manutan, ça c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le DG de Manutan qui l'a dit lui-même. Donc Amazon a lancé son site B2B en avril 2015. Ils ont généré plus d'1 milliard d'euros en un an, alors qu'il leur a fallu 50 ans à Manutan pour faire 700 millions. Il y a une explication à ça. Manutan, en 50 ans, ils ont 150 000 références. Ça leur prend 45 entrepôts. Parce que dans chaque référence, il en faut un certain nombre. Et puis dedans, il y a des tables, des chaises, il y a des choses un peu volumineuses. C'est du B2B. 190 000 mètres carrés de surface de stockage. Amazon, ils ont 27 millions de références en B2B aujourd'hui. Ils ont mis 50 ans à avoir 150 000 références chez Manutan. Ils ne peuvent pas se battre. C'est tout simplement perdu d'avance. Le seul moyen pour rattraper ça, c'est soit de devenir vendeur sur Amazon, pourquoi pas, je ne sais pas s'ils le font, soit tout simplement avec une marketplace, de devenir spécialisé, de prendre une verticale de ce segment-là, pourquoi pas, je sais pas, l'équipement de l'hôpital, enfin du segment, et puis d'aller s'hyper verticaliser, d'avoir un catalogue qui devient plus profond qu'Amazon sur ce segment choisi. Et là, ça peut décoller très fort. C'est ça qu'aux États-Unis, on voit beaucoup, et en France, commence à venir un peu en décalé. Pour rassurer les clients, frein majeur à l'achat en ligne, ça c'est la FEVAD qui avait publié. 36% ne commandent pas, abandonnent le panier parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer. Ça c'est un site qu'on ne connaît pas, on arrive, on a fait une recherche Google, certes il est remonté, mais comme on ne connaît pas la marque, on n'y va pas. Manque de garantie, et ça se cumule. Résultat, ils ont des difficultés à déterminer le niveau de confiance du site, qui, dans l'immense majorité des cas, on va pas se mentir, est honnête. Hein. Il aurait certainement bien procédé à la commande, elle se serait bien déroulée. Il n'empêche que, puisqu'il est évident qu'il n'y a pas 36% des sites qui vont arnaquer leurs acheteurs, hein, on est bien d'accord. Ça, on est de l'ordre de l'irrationnel. On a des gens qui n'ont jamais été arnaqués sur Internet et qui pensent que 60% des sites sont des sites d'arnaque. C'est comme ça. Et donc, ils vont privilégier les sites dont la marque est reconnue, dans lesquels ils pensent avoir moins de risques et ils peuvent plus avoir confiance. L'opérateur de la marketplace, du coup, doit construire sa plateforme dans l'optique de donner soit réellement, soit au moins l'illusion que ce niveau de confiance est maximal chez eux. Malte, ils ont mis une assurance qui fait que lorsque le freelance va déployer ses services, va déployer son logiciel, va déployer ses outils, eh bien, s'il y a un problème, l'assurance couvre la remise en état, les risques de perte de données, les risques liés à la sécurité informatique qui serait défaillante, etc. Amazon, évidemment, on le sait tous, à peu près à chaque fois qu'il y a un litige, il va prendre le parti de l'acheteur et va rembourser l'acheteur presque, si ce n'est pas 100%, c'est pas loin de ça. Ils vont mettre en avant un service client réactif, etc. Tout ce qu'on sait, même si, dans l'absolu, potentiellement, il n'est pas forcément plus réactif que le vendeur quand il avait vendu en direct. C'est l'image, là, qui est importante. Par contre, quelque chose que le vendeur n'a pas, et c'est certain, c'est la notion donc de cantonnement et de sécurisation des fonds. L'argent passe sur le compte de tiers,
Tant que la transaction n'a pas été contrôlée, vérifiée et avec certitude elle a fonctionné, le vendeur n'est pas payé. Il y a un décalage qui provoque, c'est assez habile du coup, cet effet-là. Si la commande se passe mal, eh bien, on peut rembourser l'acheteur sans avoir à aller chercher l'argent sur le compte du vendeur. Chose qui, sur un site e-commerce direct, où vous avez donné l'argent tout de suite au vendeur, eh bien, n'est pas possible. Donc ce phénomène-là, donc, qui provoque la possibilité facile pour un mano mano, Amazon, Malte et les autres, à rembourser l'acheteur facilement s'il y a un litige, eh bien, est extrêmement bien perçu par l'acheteur lui-même. Quand on va sur Airbnb et qu'on se dit le bien qui m'a été loué, on arrive, ça se passe mal, on se dit je sais sur qui me retourner, je sais qui appeler, je sais chez qui créer un ticket ou un chat. Ou pareil pour Booking, etc. Vous l'avez compris. Et donc ça, c'est quelque chose qui est l'un des éléments clés et qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer. Et ça, on ne peut pas, c'est impossible, le combler en n'étant pas une marketplace, en n'ayant pas ce système de tiers de confiance et de cantonnement par un fonds intermédiaire. C'est par modèle impossible. On ne peut pas lutter sur ce segment. Le seul moyen, c'est d'avoir une marque et une notoriété incroyable. Je ne sais pas si Chanel crée son site e-commerce, ils en ont peut-être déjà, et les gens auront confiance par nature, parce que la marque est tellement reconnue, en plus dans le luxe, etc. On va dire que peu de marques peuvent se targuer de pouvoir faire ça. Et donc, ils sont rassurés, ils achètent les yeux fermés, ils reviennent, ils sont fidélisés, et systématiquement, ça devient donc un one-stop shop, et ils reviennent, avant de passer par Google, directement sur cette plateforme. Mais c'est là, on en revient au point d'avant, où il faut donc pouvoir répondre à la quasi-intégralité des recherches que le consommateur fait dans ce segment. Puisque si régulièrement il ne trouve pas, par contre, il sera plus fidèle. Donc le cas Amazon, vous l'avez compris, ils vont dans la quantité et ensuite ils évaluent la qualité des marchands. Ils sécurisent la plateforme. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas de ma CB, elle est partie à cause d'Amazon ou je ne sais quoi. Ils ont mis un niveau de sécurité qui est optimal. Ils ont une logistique qui est parmi les meilleures au monde, le service Prime, et donc un système de gestion des litiges qui est franchement en faveur de l'acheteur. Ce n'est pas pour rien qu'ils le font. Quelque part, le vendeur s'y trouve à terme, parce que ça a aidé à augmenter la volumétrie. Ce système de monnaie virtuelle, ils ont même créé leur propre banque, etc. Donc, Amazon a vraiment fait énormément de choses pour aller dans cette direction. Et d'ailleurs, ils avaient racheté ce marchand de chaussures qui était déjà très gros à l'époque, Zappos, uniquement pour améliorer leur service client. Zappos était connu comme une marque de chaussures aux US qui avait un service client absolument phénoménal. Ils étaient évalués avec des 9 sur 10, 10 sur 10, là où Amazon, à l'époque du rachat, était évalué plutôt mal. On le sait peu, on ne s'en rappelle plus, mais dans le passé et au début de sa vie, Amazon était mal évalué. Ça ne se passait pas très bien. Et donc, ils ont fait beaucoup d'efforts pour travailler ces points-là, et c'est ce qui les a beaucoup aidés. Les gens sont vraiment en pleine confiance quand ils achètent sur ce site, y compris à des vendeurs parfois douteux. Le modèle est vertueux, vous l'avez compris, et on va simplement refaire la passe de pourquoi. Plus on a de vendeurs, plus on a de commandes. Plus on a de commandes, donc on élargit l'offre, donc on accroît le nombre, on a un meilleur référencement. Google adore la quantité, je pense que vous en avez tous conscience. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous faites une recherche, vous tapez définition et à peu près n'importe quel mot du dictionnaire, Wikipédia arrive toujours premier. L'autre jour, pour ma fille, j'ai tapé définition étoile. Wikipédia est arrivé avant les sites spécialisés sur l'astrophysique. On est d'accord que ce n'est pas par la qualité de son contenu. Le site spécialisé sur l'astrophysique avait une meilleure définition que Wikipédia, mais Wikipédia a beaucoup plus de pages. La quantité est vraiment quelque chose qui plaît à Google, alors par la quantité de backlinks, par la quantité de pages, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que pour les marketplaces, on a le même phénomène. Pour des fiches identiques, pour des fiches parfois même moins bonnes, on va remonter avant parce qu'on en a davantage. Amazon remonte régulièrement dans les premières pages, les premières positions, sur des produits avec des fiches produits médiocres, moins bonnes que ceux dans des positions inférieures. La quantité. Voilà. Ça, c'est sans aucun doute possible. Je n'ai pas évidemment l'algorithme de Google, mais factuellement, on peut le dire, des définitions Wikipédia de faible qualité remontent en première position, et des fiches produits de faible qualité remontent en première position chez Amazon et d'autres marketplaces. Donc, accroissement du trafic, donc augmentation des ventes. On le voit en fait sur ce segment. On multiplie les... Enfin, on commence toujours par là. Quand on lance une marketplace, on aurait pu mettre le chiffre 1 ici. La création de l'offre est de toute façon prioritaire au lancement. Ensuite, on agrège plus de références, on augmente la visibilité, on augmente le trafic, on multiplie les ventes. Donc, on peut séduire davantage de vendeurs puisqu'on a plus de ventes. Et on est rentré dans ce cercle vertueux.
quand on fait une campagne AdWords sur un site e-commerce, ben on gagne une commande. Quand on gagne un vendeur sur une marketplace, on gagne beaucoup plus qu'une commande. On gagne le fait de rentrer dans ce cercle, et on appelle ça la marketplace liquidity. La marketplace liquidity, c'est le fait de générer. Alors l'image que j'avais vue, que j'aimais beaucoup, c'est la fusée de RG, là, qui n'a que 2 pieds, là, qu'on voit le corps de la fusée, ses 2 pieds comme ça. Eh bien, cette fusée, si on veut la faire grandir, ses 2 pieds doivent être parfaitement équilibrés. Et donc, à chaque fois qu'on grandit la patte vendeur, le côté acheteur va grandir naturellement et on va avoir constamment une symétrie. Et donc, on parle aussi d'un fonctionnement en croissance par batch. Donc, on crée un batch de vendeurs, ça crée automatiquement un batch d'acheteurs. Ça génère une capacité à recruter de nouveaux vendeurs puisqu'on a plus d'acheteurs. Donc, boum, boum. Et systématiquement, la fusée grandit par étage en étant bien à l'équilibre sur ses 2 pieds. Les marketplaces qui ne comprennent pas ça, elles vont à l'échec. C'est celles qui, avec peu de vendeurs, essayent de faire beaucoup de publicité et beaucoup de volumétrie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'expliquais les marketplaces fermés. Et donc, elles ont une croissance faible qui leur coûte cher, puisque les acheteurs sont moins séduits, donc il faut monter le coût d'acquisition client. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir des marketplaces avec énormément de vendeurs qui oublient de s'adresser correctement aux acheteurs. Et du coup, des vendeurs qui finissent par s'en aller. Et on perd ce côté vertueux, puisque finalement, là, au lieu d'avoir un plus pour le recrutement des vendeurs, on va avoir un nombre de vendeurs qui diminue. C'est assez classique, cette perte de liquidity, cette perte d'équilibre et de symétrie entre les deux leviers. On est vraiment sur un two-sided market, c'est-à-dire un marché à 2 branches. On a 2 clients quand on est marketplace. On a des vendeurs qui sont des clients, ce sont eux qui payent les factures de commission, et des acheteurs donc, qui en sont évidemment aussi, même si techniquement ce sont les clients de vos vendeurs. Mais il faut les séduire comme des clients. Alors, je ne vais pas regarder l'heure. Le business model, intrinsèquement, il est une des raisons pour lesquelles la plateforme a une capacité de scalabilité plus importante. Ça peut paraître un peu bizarre, mais le business model lui-même est une des raisons. Il n'y a pas de contrainte de stock et de logistique. Je parle bien de la partie marketplace pure. Hein. Quand un e-commerçant est aussi marketplace, sa partie e-commerce, c'est de l'e-commerce. Je parle de l'autre partie. Et donc, elle peut également mutualiser différents coûts pour l'ensemble des vendeurs. Quand elle fait une campagne marketing, elle peut bénéficier à l'ensemble, elle ne bénéficie pas à un seul. Quand un acheteur vient sur un site, vous pouvez lui proposer, faire un panier sur un des vendeurs, vous allez pouvoir lui proposer d'autres produits, du cross-sell, de l'upsell, lui proposer des campagnes mail par la suite. Il va y avoir... alors les frais inhérents à l'e-commerce sont limités. En général, c'est le provider de paiement. Lui, c'est quand même le minimum, il sera le même à peu près dans l'e-commerce et dans les marketplaces. On a juste voulu le préciser, il y a quand même un point qui vient gréver la commission. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la commission, c'est la marge. C'est-à-dire que 100% du chiffre d'affaires de la marketplace, c'est sa marge brute. Son chiffre d'affaires, c'est sa marge. La différence va être les coûts fixes qu'il faut amortir. Donc les coûts fixes, c'est par exemple le coût de la solution technique, le coût d'une équipe de démarrage. Mais une fois qu'on a atteint cette volumétrie, qui est en moyenne de 2 personnes tous les 5 millions d'euros de volume d'affaires, eh bien, la rentabilité va augmenter avec le volume puisqu'on a amorti les coûts fixes. Et comme la marge est de 100% sur la commission, puisque évidemment on n'achète pas le produit, on n'a pas de retour à gérer, c'est le vendeur, on n'a pas de logistique à gérer, c'est le vendeur aussi, eh bien, la commission, donc si vous prenez 15% de commission, 100% de cette commission, c'est votre marge. Donc ce modèle-là, au départ, puisqu'on prend 15% au lieu de 100, on vous amène un chiffre d'affaires inférieur, évidemment, mais dès que la volumétrie est atteinte, eh bien, la marge va être très supérieure. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience. Amazon publie ses comptes, hein, donc ils sont publics. Amazon perd encore à ce stade lourdement de l'argent sur sa partie e-commerce, donc la partie où il est lui-même le distributeur, voire même la marque, le fabricant. Par contre, il est lourdement bénéficiaire sur la partie marketplace. Tant et si bien que le site Amazon est à peu près à l'équilibre. Et ils font presque la moitié des ventes, la partie e-commerce et la partie marketplace. Avant 2019, la partie e-commerce était légèrement plus grosse, entre 50 et 55. Depuis l'année dernière, c'est plutôt l'inverse, 53-54 sur la partie marketplace, % de la volumétrie globale. Sauf que le bénéfice est sur la partie marketplace, le déficit sur la partie e-commerce.
Amazon publie maintenant des sites largement des chiffres largement bénéficiaires, mais c'est sur les autres services, les extensions de garantie, et bien entendu, vous le savez tous, sur AWS, donc la partie cloud. Et donc sur la partie marketplace pure, ils sont très rentables. Un chiffre qui a été publié par Uber, donc perd de l'argent, vous le savez. Bon, on va éliminer l'année Covid, hein, qui n'est pas, pour eux, pas de chance. Bon, il n'y a plus de transport, mais hors Covid, ils ont expliqué que s'ils arrêtaient d'essayer de devenir le numéro 1 mondial dans tous les pays dans lesquels ils rentrent, le numéro 1 dans chacun des pays, instantanément, ils auraient un bénéfice de entre 3 et 4 milliards d'euros par an. C'est vraiment leur volonté d'hyper-croissance absolue à vouloir devenir le leader dans tous les pays qui provoque ce déficit structurel, mais en réalité, l'activité en elle seule est parfaitement rentable. S'ils arrêtaient de vouloir être chaque année 2 ou 3 fois plus grand que l'année précédente. J'ai donc terminé la présentation d'aujourd'hui et on va ouvrir un cycle de questions-réponses si vous le voulez. Alors, je n'ai pas été prévenu, mais je suppose que pour les personnes à distance, il n'y a pas la possibilité. Oui, on me dit bien que ce n'est pas possible. C'est pour les personnes qui sont présentes ici que je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Alors la question est, pour le micro, quelle évolution ou tendance on voit entre marketplace de produits ou de services? Les marketplaces de produits sont toujours assez stables dans le temps et on en voit toujours autant qui réussissent, donc avec le principe de la verticalisation, en B2C comme en B2B. En service, on était plus bas il y a 3-4 ans et on est en train de monter sensiblement, ce qui fait qu'aujourd'hui, à peu près la moitié des projets qu'on nous présente sont des marketplaces de services, alors que c'était moins du quart il y a 3-4 ans. Donc on voit qu'en termes de tendance, les marketplaces de services sont en train de prendre plus de place qu'elles ne le faisaient auparavant. On voit des marketplaces de services très thématiques. Alors évidemment, il y en a des très connus, genre Doctolib, évidemment, c'est un service, hein, le rendez-vous médical. Mais on voit des marketplaces d'avocats, d'experts comptables. Nous, on en a lancé plusieurs, MyFormality et d'autres. On a vu une marketplace de notaires, une marketplace de testament. C'est pointu, là. C'est même pas tout le notariat, c'est que le testament. Des marketplaces de choses extrêmement pointues. Donc, dans le service, on a une tendance forte et encore plus forte en B2B, dans le service B2B. Donc les marketplaces de services B2B ont une croissance plus importante encore qu'au service B2C. Voilà. Donc si ça répond à la question, ce qui est sûr, c'est que le produit, lui, en nombre est stable, hein, donc il ne diminue pas. Mais le service, lui, augmente. Voilà. Vous ne voulez pas savoir, je ne sais pas, moi, combien ça coûte de faire une marketplace ou... Monsieur, il veut derrière. Alors le paiement marketplace c'est particulier et donc nous chez WhoisAppLace on a incorporé avec les principaux leaders en France et en Europe, donc qui sont Stripe Connect, MangoPay, Lemonway, il n'y a pas d'ordre, c'est l'ordre de ma mémoire, iPay et Natixis Paiement, S-Money. Enfin, Natixis Paiement, S-Money c'est le même, hein, ils ont deux noms. Et donc globalement ça couvre l'immense majorité des marketplaces en Europe. Adyen se positionnant sur vraiment les plus grosses, hein, les Uber, les Airbnb. Si vous ne faites pas 100 millions, sur la partie marketplace, ils ne vont pas trop regarder. Pour répondre aux commissions, donc nous évidemment on n'en prend pas. Donc nous c'est un abonnement fixe, donc on n'en prend pas. Par contre le PSP, le provider de paiement, lui en prend. Et là ça va d'un modèle où il y a un peu d'abonnement, quelques centaines d'euros, et des faibles commissions. Donc ça, c'est le modèle de Lemonway. Faible commission, c'est 0,6-0,7%. Alors, pour l'e-commerce, c'est plutôt un peu cher, mais pour la marketplace où le provider de paiement a l'obligation de contrôler l'identité des vendeurs tiers, ce qu'on appelle les KYC, il a l'obligation de s'assurer de faire de la lutte anti-blanchiment. Enfin, il fait plus de travail. Donc c'est logique que ce soit un peu plus cher. Hein. Il y a plus de services, donc il y a plus de prix. Et à l'inverse, il y a des PSP comme MangoPay, Stripe, qui
ont une commission de base qui peut paraître plus élevée, aux alentours de 1%, mais qui par contre vont avoir pas de setup et pas d'abonnement. Donc il y a un calcul assez habile à faire pour voir quel est le moment où les courbes se croisent. Et ils ont chacun des spécialités. Stripe va forcément être excellent à l'international, là où, par exemple, iPay a des modules de sécurité anti-fraude en Europe qui fonctionnent, qui est au-dessus du lot. MangoPay a l'avantage d'avoir des plateformes qui se lancent très vite si vous avez un time to market court, et en plus avec une technologie qui est extrêmement rodée, qui maintenant est j'ai vu qu'ils font tourner la marketplace du Bon Coin, hein, le paiement sur le Bon Coin. Voilà, ils ont chacun un peu leurs avantages, leurs inconvénients, et leurs forces et leurs faiblesses. Mais globalement, c'est ça. On va dire que c'est entre 0 € de setup et d'abonnement à 500-600 € d'abonnement et 2-3 000 de setup, et une commission entre 0,5, 0,6 à 1, 2, suivant les volumes. Voilà. C'est précis, mais en même temps, la réponse précise, elle est un peu chiante, hein, je crois. Alors, les agrégateurs de flux, donc, quand on est commerçant, notre but, d'habitude, c'est de prendre un agrégateur pour le diffuser sur plusieurs marketplaces. Une marketplace, c'est l'inverse. C'est d'être compatible avec les agrégateurs pour que les vendeurs puissent, quand ils sont clients chez eux, envoyer leur flux sur leur marketplace. Et là, il y a des problématiques différentes. Il y a des problématiques purement commerciales. Certains agrégateurs de flux qui sont de super qualité, mais ont une politique commerciale payante. En gros, une nouvelle marketplace, si elle veut être onboardée, notamment chez Lengo, elle va devoir payer Lengo. C'est des sommes, quelques dizaines de milliers d'euros. Donc ça correspondra, ça ne gênera pas des grands comptes, ça gênera des plus petits comptes. D'autres ont une politique d'intégration de nouvelles marketplaces assez faible, parce que je pense qu'il y a une problématique de bande passante, hein, dans leur roadmap. Je sais que Shopping Feed intègre très peu de nouvelles marketplaces. Ils se concentrent sur les grosses marketplaces du marché parce qu'ils ont moins de bande passante, certainement. D'autres ont une stratégie au contraire de vouloir rentrer beaucoup de marketplaces parce qu'ils s'en créent beaucoup, et il y en a un certain nombre qui ont beaucoup de succès. Donc ils considèrent que c'est une valeur ajoutée pour leurs clients commerçants que d'avoir un large panel de choix de marketplace verticales. Donc EasyFlux notamment fait ça. Je vais pas retrouver. Zalando a créé son propre agrégateur de flux qui est devenu une entité à part entière. Et le nom m'échappe. Mais si vous tapez, je pense, Zalando agrégateur, vous allez le trouver sur Google. Et leur agrégateur a cette politique-là d'aller accepter toutes les marketplaces. Certaines font payer un petit setup à la marketplace, c'est bien normal, quelques centaines d'euros, mais ça, c'est pas choquant. Voilà, les agrégateurs, globalement, ont un intérêt qui peut être différent, puisque si vous allez faire beaucoup d'efforts pour qu'un agrégateur intègre votre marketplace, puis qu'au final, il a 3 vendeurs qui correspondront, bon, faut calculer le retour sur investissement. Lengo a très peu de vendeurs qui sont spécialisés dans le B2B. Si vous lancez une marketplace B2B de produits ou de services, vous n'allez pas aller chez Lengo normalement. Surtout que c'est cher. S'il y a peu de vendeurs derrière, c'est pas très intéressant. Voilà, il y a des agrégateurs spécialisés aussi. NetEven qui fait beaucoup dans la mode et la décoration. Si vous lancez une marketplace dans ce domaine-là, vous avez plutôt intérêt d'aller les voir. Pareil pour Diatly, qui était beaucoup dans ce secteur-là aussi. Voilà. En général, les agrégateurs de flux, leur business model, à part Lengo, moi j'ai l'impression qu'il est un petit peu atypique, c'est de faire payer les vendeurs, pas de faire payer les marketplaces. De les convaincre à rajouter le flux. C'est un vrai problème. On a des marketplaces, on a une marketplace qui fait 200 millions et qui n'a pas réussi à convaincre tous les agrégateurs. Parce qu'ils ont une roadmap et en fait, ils ont une capacité de production du connecteur qui est faible et ils n'ont pas d'API public. C'est-à-dire que ce n'est pas nous ou la marketplace qui peut faire le connecteur vers eux. Il faut forcément que ce soit eux qui le réalisent. Donc, ils ont la limite de leur taille d'équipe et de leur planning. Lancer une marketplace, ça prend, je vous l'ai dit, entre 2 semaines et 3-4 mois. La partie customisation, c'est la plus importante. Et en termes de coût, je parle de partie technique, hein, parce qu'après, budget marketing, c'est comme n'importe quel site, il dépend de votre ambition. Il n'y a pas de différence avec un site e-commerce. Vous pouvez avoir un site e-commerce qui se lance avec 3 000 € et un autre qui se lance avec 100 millions. Mais, globalement, la partie techno, on va aller entre 30 000 et 150 000 €. 30 000 € étant une plateforme déjà
complète, hein, il n'y a pas à rougir. La différence, ça va être le degré de customisation qu'on fait, comme je disais tout à l'heure, pour la partie marque sur la partie acheteur. Si on veut faire appel à une superbe agence de design qui a designé le site de Dior et de je ne sais pas qui, voilà, ça monte les budgets. Et après, si on a un système d'information important à interconnecter, donc là c'est un coût technique, non pas pour que la marketplace marche, hein, mais plutôt pour que les datas qu'on génère dans la plateforme aillent dans les outils tiers. Si vous avez un CRM, un ERP, un PIM, je ne sais quoi, la plateforme, l'outil, on n'en a pas besoin. Mais par contre, vous pouvez avoir envie qu'on enrichisse de data ces systèmes-là. Donc il faudra bien réaliser un connecteur technique fait par des développeurs et qui a un coût. Et là, évidemment, ça dépend de ce qu'on connecte. Si on connecte un SAP qui a 20 ans d'âge et qui a eu du custom dans tous les sens, le connecteur peut coûter à lui seul 30 000 €. Et à l'inverse, si vous connectez un PrestaShop pour des vendeurs, probablement qu'installer un module à 100 €, ça sera à peu près le bout du monde déjà. Donc là, vous donnez le prix d'un connecteur tiers, c'est le prix d'une voiture. Donc, entre une Twingo d'occasion et une Rolls-Royce. C'est large la fourchette, mais c'est sincère. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les aspects financiers? Je pense que j'ai un peu fait le tour. Une partie importante, on voit beaucoup de marketplaces qui se lancent en ayant un cadrage initial un peu faible. Elles réfléchissent peu, c'est mal dire, mais pas assez avec des experts, des spécialistes. Et ensuite, quand elles se lancent, elles découvrent un peu plus tard qu'elles ont fait des erreurs assez structurelles, assez lourdes, et donc elles ont des nouveaux budgets importants à mettre pour corriger ces erreurs. Nous, ce qu'on aime beaucoup, parce qu'on voit que les projets marchent mieux, ils se démarrent plus vite, ils ont une meilleure croissance, ils ont moins de budget technique, donc ils ont plus de budget à mettre dans la com, ce qui est quand même le plus important. On aime bien, nous, intervenir dans les phases de cadrage qu'on fait souvent gratuitement même. Mais voilà, je vous le dis juste parce que c'est un facteur de réussite ou d'échec si on ne le fait pas bien. Donc j'en parle. C'est vrai que je suis forcément intéressé en le disant, mais c'est sincère. Quel que soit le choix technique qui est retenu, on voit souvent des cahiers des charges qui sont faits par des alternants ou par des personnes qui étaient spécialisées dans le print et qui, du coup, sont à côté de la plaque un peu. C'est fréquent, même dans les grands comptes. Voilà, donc, quand on arrive, on voit un cahier des charges où c'est écrit des trucs qui ressemblent à des sites des années 90, on se dit ok, on peut répondre, mais et voilà. Donc, on aime bien faire partie de l'étape de conception parce qu'on en a lancé 100. Donc on s'est trompé des fois, hein, évidemment, mais on a appris, on a acquis de l'expérience. Du coup, on sait ce qui ne marche pas. Et évidemment, quand on est éditeur de marketplace et qu'on a un abonnement annuel, notre intérêt, c'est que la plateforme vive longtemps et qu'elle ait du succès. Donc, on a plutôt sur un intérêt aligné, qui est que si elle cartonne, on va rester longtemps chez le client et on prendra plus de sous. Donc, ce n'est pas totalement désintéressé, mais c'est aligné au moins. Donc, on a vraiment intérêt à ce que les plateformes réussissent. Ce n'est pas une vente one-shot. Et donc, du coup, on aime bien s'immiscer, même sans le vendre, dans la partie conception. Voilà. Vous l'avez compris, ce n'est pas totalement désintéressé, mais c'est d'un intérêt commun. Je pense qu'on arrive... Je crois que le timing, c'est à peu près ça, non ? Ouais, on est dedans. Je vous écoute si vous avez d'autres questions. Je vais nonchalamment laisser quelques cartes de visite. Sait-on jamais. Si vous voulez continuer la discussion, je reste toute la journée. Et j'ai un collègue aussi. On a un petit stand tout en bas à gauche de l'accueil. Et pour ceux qui sont à distance, merci beaucoup d'avoir été là. Et je pense que vous avez vu le support, il y a mes coordonnées. Merci.